Poésie Studio. Une émission d'André Velter avec Jean-Baptiste Parra, réalisation Brigitte Riouet. Jacques Roubaud, avec la Ballade et le chant royal que vous publiez aux Belles Lettres, c'est la casquette d'historien des formes poétiques que vous avez choisi de porter autant que celle de poète. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau chez vous, vous aviez déjà publié un essai sur l'art des troubadours, La fleur inverse, et une anthologie du sonnet français de Marot à Malherbe, magnifiquement intitulée Soleil du soleil. Ce livre, La Ballade et le chant royal, je le qualifierais volontiers d'essai anthologique parce qu'il allie deux genres, c'est-à-dire qu'à la fois vous annoncez un certain nombre de choses de manière assez légère, ça n'est pas professoral, et en même temps, vous proposez un parcours anthologique. C'est quand même surtout centré autour de beaucoup d'exemples. Donc la partie explicative ou historique est limitée au maximum. Oui, mais elle est quand même très très importante parce qu'il y a peu parmi nous qui avons une idée très précise de ce qu'est la ballade et le chant royal. Alors on apprend grâce à vous que l'âge d'or de ces deux genres a duré à peu près 2 siècles, de 1350 à 1550, mais heureusement que vous donnez quand même quelques indications, parce que qu'est-ce qui a caractérisé ces deux formes poétiques et qu'est-ce qui les a apparentées? Et en plus, d'où viennent-elles? Oui, ce sont deux formes qui viennent de la chanson des trouvères, qui elle-même d'ailleurs venait de la canso des troubadours. Et à un certain moment, la chanson des trouvères s'affaiblit et il naît un certain nombre de formes qui sont plus restreintes, moins libres que la chanson. Alors, il y a, par exemple, le rondeau, il y a le virelai, et puis une des formes importantes, c'est la ballade. Et en fait, c'est un couple, parce qu'il y a la ballade et le chant royal qui finissent par être deux variantes de la même forme, la ballade ayant 3 strophes et le chant royal en ayant 5. Mais donc, tout ça procède de la chanson des trouvères, c'est ce qu'on peut voir en regardant l'histoire de la forme, très sérieusement. C'est-à-dire, c'est pas apparu comme ça, au hasard. Mais quelles sont les contraintes spécifiques de ces deux genres, ballade et chant royal? Elles sont assez rudes. Prenons la plus dure des deux, puisque la ballade, au fond, n'a que 3 strophes, alors que le chant royal travaille sur les mêmes contraintes, mais avec 5 strophes. Eh bien, ce sont des strophes qui tournent autour de 10-11 vers, et c'est toujours les mêmes rimes. Donc si, par exemple, vous avez une strophe qui est faite sur 3 rimes, dont l'une est présente 4 fois, et vous faites 5 strophes, ça veut dire qu'une rime en anse devra apparaître 20 fois dans le poème, avec des mots différents. Donc c'est assez contraint. Et il y a un refrain? Alors en plus, ce sont des formats refrains, que la ballade comme le chant royal ont un refrain qui est à la fin de la strophe et qui est repris. Et en plus, il y a un envoi qui souvent commence par le mot prince. Ce qui est assez fascinant, Jacques Roubaud, c'est que tout commence par une panthère d'amour. Le titre est quand même inspirant. En fait, on ne sait pas si c'est vraiment le début, mais c'est la première fois qu'on entend parler de cette forme dans cette espèce de poème allégorique où, très curieusement, contrairement à la chasse d'amour traditionnelle médiévale, c'est le malheureux amoureux qui est chassé. Il est chassé par les différents chiens que Amour a à son service, et la dame, bien entendu, et finit par d'ailleurs être attrapé, dépecé, réduit en morceaux, et il est content, il en est heureux. Oui, il n'y a que le titre, en fait, de fascinant. Oui. On va venir très vite parce qu'il a un rôle central à Eustache Deschamps. Vous dites que toute ballade, avant et après, se juge par rapport à lui. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a vraiment codifié la forme. Il a réalisé de manière définitive la rupture avec la musique. Alors que chez Machaut, chez le grand Machaut, il y a encore les deux. Machaut fait des ballades pour être mises en musique et d'autres non. Mais la forme est vraiment définie parfaitement par Deschamps, et que tous les gens qui écrivent après se réfèrent à lui, très souvent sans le citer. Et en fait, il est un peu l'oublié de l'histoire littéraire. Bon, on connaît évidemment Machaut à cause de son prestige, d'ailleurs, surtout musical. Et puis, il y a les grands auteurs de ballades qui sont restés dans la tradition française, Villon et Charles d'Orléans. Donc, il y a lui, et puis, évidemment, son double féminin, qui est Christine de Pisan, dont les deux grands maîtres, je trouve, de la ballade, c'est vraiment Eustache Deschamps et Christine de Pisan.
Donc je commence par une ballade d'Eustache Deschamps qui est tout à fait intéressante pour la vie quotidienne. C'est la ballade où il explique qu'il ne veut plus prêter ses livres. « J'ai mes livres en tant de lieux prêtés et à plusieurs qui les devaient rendre, dont l'iterme est failli et passé, qu'à faire près ne doit jamais entendre, les ni chansons, ni faits d'amour comprendre, historier, n'honneur ramant te voir, quand je me vois sans cause de revoir et retenir mon labeur et ma peine, dolant en suis, à Dieu jure pour voir, plus ne prester livre, quoi qu'il advienne. Il souffrit bien que je sois entêté, que j'ai mis mon labeur en apprendre, et si j'ai fait en mes chétivetés chose qui soit ou bien se doit y prendre, donner le veuille liement, non pas vendre, mais qu'on fasse de l'écrire devoir en mon hôtel. Pour ça tous fait savoir que désormais nul n'enquérir n'emprunte de mes livres ni mes papiers à voir, plus ne prêter livre quoi qu'y advienne. Perdit en les mains dont je suis troublé, par emprunter, et ce me fait défendre que jamais nul ne m'en sera ôté par tel moyen, à quoi nul ne doit tendre. De ce serment ne me doit nul reprendre, mais qui voudra de mes choses savoir, très volontiers l'en ferai apparoir, sans porter or. Véoir vers moi les viennent, si sire n'est qui ait trop grand pouvoir, plus ne prêter livre quoi qu'y advienne. Prince Eustace, qui a la tête tendre, supplie à tous que des ors leur souviennent, de mes livres non retenir n'en prendre, plus ne prêter livre quoi qu'y advienne. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il dit qu'il ne les prêtera à personne, sauf s'il s'agit d'un seigneur qui est trop puissant. Il y a évidemment le célèbre toujours d'Eustache, il y a Adieu Paris, enfin il y a son Adieu Paris, ou Adieu Petit Pâté. Ah, bien sûr, il est très très beau. Adieu Mamour, adieu douce fillette, adieu grand pont, halle, étuve, bain, adieu pourpoint, chausse, vêture nette, adieu harnois tant cloué comme plein, adieu molly, broderie et beau sein, adieu danse, adieu qu'il est hanté, adieu conin, perdrix que je réclin, adieu Paris, adieu petit pâté. Adieu chapeau fait de toute flourette, adieu bon vin, Hippocrate, doux compin, adieu poisson de mer, d'eau doucette, adieu moustier, où l'envoient les doucins, dont plusieurs sont maintes fois chapelains, adieu déduits et dames qui cantaient, en Languedoc m'envoie comme contraint, adieu Paris, adieu petit pâté. Adieu, je suis 2 heures sur Espinette, car à rebours versera mes étrins. Je pourrais bien perdre mes amourettes, s'amour change pour être trop lointain, crotté serait, dessiré et dessein. Car l'Hypaïs est détruit et gâté, si dirait l'or pour réconfort aux mains. Adieu Paris, adieu petit pâté. Mais à vous lire Jacques Roubaud, on a même l'impression qu'avec Eustache Deschamps, la poésie devient un art autonome. C'est lui qui marque le moment où la poésie n'est plus à la remorque ou supportée par la musique. Oui, disons que l'union indissoluble, elle est chez les troubadours et chez les trouvères, et c'est à la fois musical et poétique. Après, il y a une espèce de jeu de balance, c'est-à-dire que certains vont tendre à faire privilégier la musique. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est le cas de Machaut, et ça devient de plus en plus comme ça. Donc, à ce moment, la musique devient dominante, et pour d'autres, tendent à perdre le rapport à la musique. Et chez Deschamps, non seulement c'est comme ça dans sa pratique, dans les plus de 1000 ballades qu'il écrit, mais en plus, il l'a théorisé. Et il a même théorisé d'une manière tout à fait passionnante dans un petit texte dans lequel il renverse la dominance de la musique en disant que cette musique, la musique naturelle, c'est la musique de la poésie. Hein, c'est une parole
de bouche. L'art de dictier. Dans l'art de dictier, proférant paroles métrifiées. Et tandis que la musique, elle, devient, dans sa désignation, devient musique artificielle. La musique naturelle, c'est la musique de la voix. Oui, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que le mot ballade semble avoir pompé, si on peut dire, toute la musique, puisqu'il n'y en a plus. C'est très curieux, parce que visiblement, l'origine, l'étymologie du mot est très clairement vient de choses dansées. Enfin, et puis, bon, dans le développement de la forme, à partir de Deschamps, il n'y a plus de musique. De quoi parle-t-on dans ces ballades et dans ces chants royaux? Alors, si la ballade naît comme à partir des Trouvères, de la chanson des Trouvères, donc elle parle d'amour. Et l'innovation à nouveau de Eustache Deschamps, c'est que les ballades d'Eustache Deschamps, elles parlent de tout. Et donc c'est à la fois donc poésie, forme de la ballade, et unitaire en ce sens qu'on peut parler exactement de tout. Et d'ailleurs, Eustache Deschamps fait tout le parcours des misères de son existence. Il y a de l'ironie, il y a de la satire, il y a de la morale, il y a de la poésie amoureuse aussi, il y a tout. Eustache Deschamps. Je deviens courbe et bossu. Joie très dure ma vie décline. Je perds mes cheveux par-dessus. Je flue en chacune narine, j'ai grand douleur en la poitrine, mes membres songent à tous trembler. Je suis très hasti à parler, impatient des dames morts, sans conduit ne sait mais aller. Ce sont les signes de la mort. Convoite suis blanc et chanu, et charcourt osseux, j'adevine ce qui n'est pas, et loue plus le temps passé que la doctrine du temps présent. Mon corps se mine, je vois envie rire et jouer. J'ai grand plaisir à grummeler, car le temps passé me remord. Toujours veuille jeunesse blâmer. Ce sont les signes de la mort. Mes dents sont longs, faibles aigus, jaunes, flairant comme sentine. Tout mon corps est froid devenu, maigres et secs. Par médecine vivre me faut, charne cuisine ne puis que grand-peine avaler, des jeûnes me faut bâler. Mes corps tout dit sommeil ou dort, et en veuille que boire et humer. Ce sont les signes de la mort. Prince, encore veuille ici adjouter 60 ans pour mieux confirmer ma vieillesse qui me nuit fort, quand seul qui me doivent amère me souhaite ja outre-mer. Ce sont les signes de la mort. Est-ce qu'il y a une différence de thème justement entre ce qui est spécifiquement ballade et ce qui est chant royal? Il ne doit pas y avoir uniquement un problème de 3 et de 5 strophes. Non. Au début, disons, probablement la différence n'est pas considérable, mais à partir d'un certain moment, quand la forme se développe, le chant royal se spécifie, se spécialise et devient plus noble. La ballade, au fond, devient un poème plus humble, et le chant royal se spécifie et devient vraiment la grande poésie noble d'inspiration religieuse. Et donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a fini par disparaître, c'est qu'il est devenu cette forme de poésie que l'on cultivait dans ce qu'on appelle les puits, qui étaient ces endroits où les gens présentaient des poèmes généralement en l'honneur de la Vierge Marie, dans un certain nombre de villes du nord de la France, d'ailleurs à Toulouse aussi, mais surtout à Rouen, à Caen, à Lille, à Amiens, etc. Et donc il y avait des espèces de cérémonies, et chaque année on présentait des poèmes qui étaient tous en l'honneur de la Vierge. Et donc évidemment c'est quelque chose qui devient évidemment dépassé par rapport au développement de la poésie française, et pourtant ça se maintient jusqu'à la Révolution. Alors, ensuite, il y avait l'autre nom que vous avez cité, Christine de Pisan, dont vous dites qu'elle a atteint à la maîtrise de la ballade, elle, spécialement. Et puis ensuite, on retrouve des noms beaucoup plus connus, comme Charles d'Orléans ou Villon. Je me suis un peu étonné de la place d'Alain Chartier. Elle est très petite dans votre anthologie. Parce que la ballade n'est pas sa forme.
C'est pas, les grands textes de Chartier sont d'une part de la prose et puis d'autre part de la poésie didactique ou narrative. C'est pas vraiment la ballade qui est importante pour lui. Donc c'est un des grands poètes de cette époque. Quand même, la Belle Dame sans merci est un poème admirable. Oui, la forme ballade et la forme chant royal ne sont pas fondamentales pour lui. Il y a aussi un autre thème qui est la ballade en rhétorique, surtout chez Jean Molinet. Ce qui est intéressant avec un livre comme celui-là, c'est qu'on vous suit et on redécouvre évidemment ce que l'on appelle des poètes mineurs, qui ne le sont pas toujours, parce qu'un poète mineur, il peut avoir écrit des poèmes majeurs. Alors en plus, dans le cas de Jean Molinet, comme d'autres poètes de ce qu'on appelait la grande rhétorique, enfin dans les rhétoriqueurs, Jean Molinet est certainement un poète majeur. Et là, c'est la période où, après la grande période classique de la ballade et du chant royal, il y a cette espèce de travail qui est un travail de surcharge rhétorique sur la forme tendant à se figer, elle ne peut survivre qu'en devenant un exploit. Et donc, chez Molinet, on en trouve des exemples extraordinaires. Mais non seulement elle devient un exploit, mais elle aborde là aussi des thèmes tout à fait imprévus. Je pense en particulier à la ballade de la maladie de Naples, vulgairement la syphilis, dans une forme aussi élaborée. Très élaborée et très ironique, puisque c'est une ballade où il joue sur le vers décasyllabique en le faisant... alors que c'est un moment où le vers décasyllabique devient presque le vers classique et abandonne les vieilles manières de le couper qui étaient celles de la chanson de Roland, donc ce qu'on appelle la césure épique. Et Molinet écrit un poème dans lequel il n'y a presque que des césures épiques. Donc il se moque, évidemment, puisque ce sont les chevaliers qui avaient rapporté ça de Naples, la baladie de Naples. Et donc il y a une espèce de jeu à la fois formel et une satire très très violente. Christine de Pisan. Cela te suit et cela te veuille être. Cela te m'a mon doux ami l'essier. Cela te suit sans compagnon ne mettre. Cela te suit dolente et courroucier. Cela te suit en langueur mais aisée. Cela te suit plus que nul espagré. Cela te suit sans ami de mourir. Cela te suit à huit ou à fenêtre, cela te suit en un anglais musier. Cela te suit pour moi de plour repaître, cela te suit dolente ou apaisier, cela te suit rien n'étant me scier. Cela te suit en ma chambre enserrée, cela te suit sans ami de mourir. Cela te suit partout et en tout être, cela te suit, où je vois, où je sieds. Cela te suit plus qu'autre rien terrestre. Cela te suit de chacun des lessiers. Cela te suit durement abaissé. Cela te suit souvent tout esplouré. Cela te suit sans ami de mourir. Prince, or est ma douleur commencier. Cela te suit de tout deuil menacier, cela te suit plus teinte que morée, cela te suit sans ami de mourir. Quel est le sens, effectivement, de ce Solette, elle n'a pas été seule toute sa vie. C'est un poème d'amour, mais alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est que c'est un poème d'amour adressé à son mari, et son mari mort. Et en fait, son mari, c'était un cadeau de son père. Quand elle était très jeune, elle avait 13 ans, je crois, son père lui a donné un mari. C'était pas un petit homme, mais son père lui a donné un mari et elle l'a aimé à la folie. Et elle a perdu successivement son père et son mari et elle a été très malheureuse parce qu'elle n'avait plus de protecteur. Elle ne voulait pas devenir se remarier. Elle était veuve, mais elle ne voulait pas se remarier. Elle voulait élever ses enfants. Elle ne voulait pas devenir courtisane, religieuse, courtisane ou se remarier. C'était les trois solutions. Elle voulait ça, pas du tout. Donc elle explique qu'elle s'est remise à l'étude, et elle est devenue femme de lettres, une des premières. C'est-à-dire qu'elle écrivait des textes à la commande et elle les vendait très cher.
Et puis alors le coup fatal est porté par Du Bellay dans la défense et illustration de la langue française, qui jette au fond l'interdit sur ces formes traditionnelles. Elles avaient quand même commencé à décroître bien avant lui. C'est plutôt lui qui signe l'arrêt de mort d'une certaine façon. Alors c'est tout à fait vrai pour la ballade et pour le chant royal, mais Marot utilise la forme rondeau par exemple, et il apporte à un degré de perfection extraordinaire. Or ça, le rondeau est également frappé d'interdit par le développement de la Pléiade. Donc il y a une espèce de coup de force qui se produit sur la poésie française, dans ces années-là, dans les années 1550, et qui frappe toutes ces vieilles formes françaises au fond, on les traite de caduques, dépassés. Et alors, où et comment s'organise la résistance, si je puis dire ? Il y a d'abord la résistance d'un certain nombre de poètes qui ne veulent pas se soumettre entièrement au diktat du Bellay et ensuite de Ronsard. Mais bon, ça, c'est très vite balayé. Et puis alors, ça se réfugie en province. Ce sont les poètes provinciaux. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que beaucoup de poètes provinciaux qui ensuite vont devenir des grands noms de la poésie française, par exemple parisienne, pas forcément, commencent souvent par la ballade et le chant royal. On trouve dans les Jeux floraux de Toulouse, on trouve des noms comme Dubartas, comme Robert Garnier, enfin bon, des grands noms de la poésie du XVIe, qui ont commencé là. C'est une bataille perdue. Oui, c'est quand même le commencement de la fin. Ouais, et au fond, pour les siècles suivants, il n'y a plus que ici ou là quelques personnalités qui vont réinventer de manière extrêmement brève. Vous parlez de plusieurs renaissances qui toutes échouent. Il y a des grands poètes qui ont été marginalisés dans l'histoire de la poésie française. Je pense à Guy Lefebvre de la Baudrie. Il y a Pierre de Marbeuf, un grand poète baroque, qui commence aussi par cultiver la ballade et le chant royal traditionnel. Mais après, les tentatives de restauration réelle dans le cadre de la poésie de cour, essentiellement le nom de voiture, c'est poétiquement un degré en dessous. Oui, c'est clair. Et puis aussi, il y a un autre exemple, comme par exemple celui de La Fontaine. Après tout, il a quand même composé 13 ballades, mais on ne peut pas dire que dans son œuvre, ce soit la part principale. Non, et ce n'est pas vraiment des réussites. Et puis alors plus tard, il y a une autre tentative, c'est la fin du 19e. Là, il y a quand même quelques réussites, parce que Charles Cros et Verlaine, il y a des résurgences assez extraordinaires. Vous dites que pour ce qui est de Rostand, c'est plutôt moi j'aime bien la ballade de Rostand, je l'aime bien. Moi, je veux dire, ça a de l'allure. Non, ça, je ne cracherai pas. Bon, Cross, c'est de la belle poésie. La ballade de Verlaine est magnifique. La ballade de la Vienne Rouge. Il y a quelqu'un que je n'ai pas cité, qui est Laurent Taillade dans ses ballades anarchistes. Donc il y a quand même un certain nombre d'exemples intéressants, mais malheureusement. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? Est-ce que c'était une attention particulière pour Verlaine? Est-ce que c'est véritablement l'ombre portée de Villon qui le pousse à baladiser? C'est probable. C'est la tentative de retrouver l'époque médiévale, qui est la justification que donne Banville. Bien que j'étais énormément déçu. Moi, j'avais gardé un bon souvenir de Banville, et en relisant pour faire cette anthologie, en relisant son œuvre, j'ai été très déçu. Je trouve que poétiquement, ça ne tient pas vraiment le coup, alors que, et Cross et Verlaine ont réussi des choses remarquables, mais malgré tout, c'est très, très marginal. Et alors aujourd'hui, c'est la même chose, en encore moins émergent, si on peut dire, mais il y a quand même, ici ou là, après tout, Queneau a fait un certain nombre de choses assez extraordinaires, et puis Manciette. Oui, voilà. Mais alors là c'est très curieux, parce qu'on est en dehors du français. On est en dehors du français. Ce sont des ballades gasconnes, en langue gasconne. Pierre Bec, c'est en occitan. Et on peut dire que les exemples les plus intéressants, parce qu'ils s'appuient cette fois-ci sur le baroque occitan, sont dans cette langue-là.
Charles d'Orléans. En regardant vers le pays de France, un jour m'avint, à Dovre sur la mer, qu'il me souvient de la douce plaisance que je sous loi au dit pays trouvai. Si commençait de cœur à souspirer, combien certes que grand bien me faisoit de voir France que mon cœur aimé doit. Je m'avisais que cette toi non s'avance, de tels soupirs dedans mon cœur gardé, veut que je vois que la voie commence de bonne paix, qui tout bien peut donner pour ceux tournés en confort mon pensée, mais non pourtant mon cœur ne se lassait de voir France que mon cœur aimé doit. Alors, charguai en la nef d'espérance tous mes souhaits, en leur priant d'aller outre la mer, sans faire de mourance, et à France de me recommander. Or nous doint Dieu bonne paix sans tarder. A donc aurait loisir, mais qu'ainsi soit, de voir France que mon cœur aimé doit. Paix et trésor qu'on ne peut trop louer. Je hais guère, point ne la doit prisier, d'estourber ma longtemps, soit tort, soit droit, de voir France que mon cœur aimé doit. Charles Cros, Ballade du dernier amour. Mes souvenirs sont si nombreux que ma raison n'y peut suffire. Pourtant je ne vis que par eux. Eux seuls me font pleurer et rire. Le présent est sanglant et noir. Dans l'avenir, qu'ai-je à poursuivre? Calme frais des tombeaux, le soir. Je me suis trop hâté de vivre. Amour, heureux ou malheureux, lourd regret, satiété pire, yeux noirs veloutés, clairs yeux bleus, regard qu'on ne peut pas dire, cheveux noyant le démêloir, couleur d'or, d'ébène ou de cuivre, j'ai voulu tout voir, tout avoir. Je me suis trop hâté de vivre. Je suis là, plus d'amour. Je veux vivre seul pour moi seul, décrire jusqu'à l'odeur de tes cheveux, jusqu'à l'éclair de ton sourire, dire ton royal nonchaloir, t'évoquer entière en un livre pur et vrai, comme ton miroir. Je me suis trop hâté de vivre. Ma chanson, vapeur d'encensoir, chair envolée, ira te suivre. En tes bras j'espérais pouvoir attendre l'heure qui délivre. Tu m'as pris mon tour. Au revoir. Je me suis trop hâté de vivre. Charles Cros, Ballade des mauvaises personnes. Qu'on vive dans les étincelles ou qu'on dorme sur le gazon, au bruit des râteaux et des pelles, on entend mâles et femelles prêtes à toute trahison. Les personnes perpétuelles, aiguisant leurs griffes cruelles, les personnes qui ont raison. Elles rêvent, chose nouvelle, le pistolet et le poison. Elles ont des champs de crécelle, elles n'ont rien dans leur cervelle, ni dans le cœur aucun tison, froissant les fleurs sous leurs semelles et courant des routes. Lesquelles? Les personnes qui ont raison. Malgré tant d'injures nouvelles, les roses poussent à foison, et les seins gonflent les dentelles, et rose est encore l'horizon, rose son mari et Suzon, mais les autres, que veulent-elles? Elles ne sont vraiment pas belles, les personnes qui ont raison. Prince,
qui, gracieux, excelles à nous tirer de la prison, chasse au loin par tes ritournelles les personnes qui ont raison.